Les managers, ces figures omniprésentes dans les organisations modernes, suscitent souvent des débats passionnés sur leur utilité réelle. Sont-ils des piliers essentiels du fonctionnement des entreprises ou simplement des intermédiaires superflus qui entravent la productivité? Certaines entreprises ont opté pour la deuxième option. Et oui, et l'une d'entre elles se nomme la Morningstar Company. Basée en Californie, cette entreprise de 400 employés se spécialise dans la transformation d'automates. Ouais, ils transforment des tomates. Bon, ok, rien de glamour à première vue, mais attendez de voir comment ils le font. C'est là que ça devient intéressant. Chez Morningstar, les managers traditionnels, eux, connaissent pas ça. Et oui, chez eux, c'est pas de manager, pas de microgestion, et on joue la carte de l'autonomie à fond les ballons. Ça a l'air de marcher plutôt bien, puisqu'ils sont devenus le plus grand et le plus rentable transformateur d'automates au monde. Alors, c'est sûr que lorsqu'on lit ce genre d'histoire à succès, on pourrait se dire, mais c'est ça, virons tous les managers. Cependant, il serait simpliste de catégoriser tous les managers comme étant soit indispensables, soit superflus. La réalité est beaucoup plus nuancée. Et c'est de cette réalité nuancée dont va nous parler Adrien Fillon aujourd'hui. Bonjour Adrien, comment vas-tu? Ça va et toi, Camille? Eh ben ça va super bien. Est-ce que tu connaissais l'histoire de Morningstar? Moi, je connaissais l'histoire de Morningstar parce que dans les organismes de formation professionnelle, quand on fait des formations de management, c'est un peu toujours les mêmes histoires et les mêmes exemples qui reviennent tout le temps. Et c'est vrai que quand on parle de nouvelles manières de faire du management, etc., c'est toujours l'histoire qui revient tout le temps. Donc, je la connaissais. Ça m'a fait vraiment penser à quelque chose que quand je discutais avec des managers, parce que moi j'avais été formateur de formateurs sur des logiciels pédagogiques souvent bah, il y a quand même des moments où on peut discuter d'autres choses et à chaque fois on me parlait de ce type d'histoire-là et ça me fait toujours penser à ce qui s'appelle le biais du survivant. Le biais du survivant, c'est le biais qui consiste à dire, OK, il y a, une entreprise qui fonctionne différemment et ça a marché. Mais ces histoires-là ne disent jamais combien il y a d'entreprises qui ont fait comme cette entreprise qui a marché et qui, elles, n'ont pas marché. C'est-à-dire que sur les, je sais pas, 30 millions, 50 millions d'entreprises ou beaucoup plus qu'il y a aux États-Unis, combien ont fait comme Morningstar et n'ont pas fonctionné comme Morningstar? C'est-à-dire que si on a une qui a marché et qu'il y en a 10 000 qui ont raté, est-ce que c'est vraiment un bon exemple? Et en fait, c'est jamais dit parce qu'on parle que des choses qui ont fonctionné. Mais moi, c'est vraiment ce genre de choses. J'en ai discuté avec plusieurs managers, mais en fait, c'est parce qu'on aime bien raconter des belles histoires. C'est une belle histoire et donc on aime bien la raconter. Mais je suis toujours très dubitatif par rapport à ce genre de, pas juste d'expérience, même si elle est très intéressante et je suis très content pour les personnes qui travaillent à Morningstar que ça se passe bien pour eux. Mais Et encore, en fait, j'ai lu ça parce qu'au départ, parce que moi j'avais appris l'histoire de Morningstar pendant mes études, justement quand on parlait de management, et cetera. Donc exactement la même chose que toi, le Morningstar ressort et tout, et ça m'a vraiment marqué. Sauf qu'aujourd'hui, en préparant l'épisode, quand j'ai regardé ce qu'il y a à l'intérieur, j'avoue que ça, on m'avait pas parlé pendant les études et ça m'avait vraiment étonnée. Parce que la façon dont c'était vendu, justement d'avoir cette structure plate, on n'a pas de manager, chacun est autonome et cetera. En vrai, je me dis: «Mais» enfin, à l'époque, je me dis: «Mais c'est génial, en fait». Je veux dire, on te fait confiance, c'est, chacun en plus dans l'entreprise, c'est chacun dépense, ce qu'il veut. Pour, tu as besoin de matériel, tu dépenses ce que tu veux. Par rapport à tes augmentations, il faut que tu en parles avec des collègues ou un comité et cetera, que tu fasses comme une espèce de lettre et tout, mais déjà toutes les choses, tu en parles avec chacun. En plus, c'est une entreprise quand même de 400, tu sais? Ce genre d'entreprise, tu imagines que c'est quelque chose avec 50 personnes, que ça peut être que petit, mais c'est quand même 400, pas non plus une énorme entreprise, mais c'est quand même 400 personnes. Donc j'avais trouvé ça génial. Puis au final, en lisant les commentaires des employés, ce qui se passe aussi, ben, en fait, je me suis rendu compte que tu as comme une autre, comment dire ça? Une autre forme de direction qui prend place, mais plus insidieuse. quand tu dis tu peux dépenser ce que tu veux, Mmh. la réponse est pas la question n'est pas en fait, tu peux pas dépenser ce que tu veux. Tu peux dépenser ce qui est attendu que tu devrais dépenser par les autres.
Et du coup, c'est une attente qui n'est pas une attente, claire. C'est pas on te dit: «Bah, voilà, tu as un comment on appelle ça? Un cachet, enfin, tu as une somme qui est dédiée». Non, là, Mmh. tu as en réalité, tu as une somme qui est dédiée, mais elle est pas dite. Elle est attendue de la part des personnes autour de toi. Donc en fait, il y a une forme de hiérarchie, mais cette hiérarchie, elle n'est pas clair. Et c'est là où est cette différence. De la même manière, quand tu dis, tu dois rendre compte à tes collègues et si tu veux, une promotion et cetera, il faut en discuter avec certains de tes collègues. Mais là, du coup, tu es quand même sur une forme de pouvoir où il y a des personnes qui ont un pouvoir décisionnel sur toi et comment tu gères ce pouvoir-là? Bah, par la démagogie. Tu pas d'autre choix. C'est tout le principe du dysfonctionnement de la démocratie, c'est que ça amène nécessairement à la démagogie. C'est-à-dire que quand, les règles hiérarchiques ne sont pas clairement établies, ton seul moyen pour toi d'augmenter, ton pouvoir et ta responsabilité, ça va être de promettre, de, faire plaisir et cetera à d'autres personnes et tout ça, c'est de manière informelle. Et la question qui se pose là à ce niveau-là pour ce type d'entreprise, c'est: est-ce que c'est, plus intéressant que ces logiques de pouvoir et ces logiques de responsabilité soient informelles que formelles? Et quels sont les avantages et les inconvénients qui y sont associés? Mais c'est comme moi, ce que tu es en train de me dire là, ça me fait penser aux vacances illimitées, tu sais, qui sont complètement informelles et tu as l'impression que il y a plein d'entreprises qui disent: «Ah ici, c'est vacances illimitées» et cetera. Sauf que la problématique, c'est que les gens, ils osent pas prendre de vacances parce que tu sais pas vraiment ce qu'on attend de toi. Donc ça pose une autre problématique. Du coup, là, je me dis, bah, sur un sujet, on va parler du management et cetera. Où est-ce quelle est sa place du manager justement? Ou est-ce que le fait que lui, il puisse dire: «OK, qu'est-ce qu'on attend de toi vraiment? Ça va être bien et peut-être que c'est mieux que ce type d'entreprise qui peut peut-être rêver». Mais avant tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le rôle traditionnel des managers dans les entreprises capitalistes? Alors si on repart, du 1er podcast, on avait dit que dans, les petites entreprises du premier esprit du capitalisme, le dirigeant, c'était celui qui gérait tout et c'est lui qui avait pour objectif de rationaliser tous les processus au sein de l'entreprise et quand l'entreprise grossit, 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 il est plus capable de gérer toute la complexité, des processus de son entreprise, donc il va déléguer à des cadres et ces cadres vont être responsables d'une partie du fonctionnement de l'entreprise et vont gérer un processus particulier. Et de la même manière, eh bien, quand l'entreprise grossit, grossit parce qu'elle continue d'accumuler du capital, eh bien, ce processus va devenir trop compliqué et sous le cadre, il va y avoir trop de personnes et des processus qui vont être trop détaillés pour que ce soit gérable par une seule personne. Et ce qu'on a observé, c'est que dans le troisième esprit du capitalisme, il y a eu une tendance à séparer en 2 ces processus entre des personnes qui vont être responsables du détail du processus, qu'on va appeler les ingénieurs. Eux, ils vont être vraiment spécialistes de la rationalisation de détails du processus qui, aujourd'hui, est quasiment toujours, lié à des logiciels. Ils vont être responsables de l'amélioration de logiciels. De l'autre côté, on va avoir, des personnes qui, elles, vont être, responsables de la rationalisation des, relations entre les individus. Ce qu'on va appeler les managers et c'est pas pour rien qu'on appelle ça des managers parce que, l'historique du mot manager, ça c'est pas un mot anglais manager, c'est un mot, français, c'est un mot qui vient, du latin mesnager, qui veut dire tenir les rênes. Le manager, c'est celui qui doit tenir les rênes de son équipe. Ça a donné un autre mot en français, c'est le mot manège. Le mot manège, c'est le mot où, c'est l'endroit où on apprend, l'éducation du cheval et le manager, donc son objectif à la base, c'est de tenir les rênes de l'équipe. Donc c'est de rationaliser, la productivité des individus qui composent les équipes qui donc ces individus-là, eux, vont avoir pour rôle, de faire en sorte que le processus fonctionne. Et l'ingénieur, lui, son rôle, c'est de faire en sorte que ce processus fonctionne de la manière la plus efficiente possible. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que maintenant on dit: «Ah bah, le manager ne doit plus être manager comme il est actuellement, il doit devenir un leader». Ouais, Alors que toi, tu parles de j'allais y venir ça, ouais. ah, vas-y, bah, J'allais y venir. génial, OK, je savais pas, c'est parfait, dis-moi. Donc le manager, il est censé à la base tenir les rênes, mais en fait, Mmh. dans les faits, on voit qu'il y a plutôt un continuum de responsabilité et c'est là où je pense qu'il va falloir, absolument parler de cette notion de responsabilité. Heu, le manager, en fait, va organiser la rationalisation des dynamiques humaines, donc il va gérer la productivité d'une équipe vis-à-vis d'un projet, mais il va la gérer avec,
Ah, de pas mal de liberté. Il peut être soit très autoritaire, dans le sens où il possède toute la responsabilité et il décide de dire, bah, voilà, quelles sont les règles de son équipe et comment ça fonctionne et cetera. Mais il peut aussi, à l'inverse, être extrêmement démocratique en laissant, son équipe, quasiment en complète autonomie et simplement, ben, être en relation juste pour, échanger de l'information ou s'assurer que ça fonctionne bien au sein des membres de l'équipe. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que la plupart des managers sont entre les deux. Il y a aucun manager, presque aucun manager qui est purement autocratique, et il y a très peu de managers qui sont purement dans l'autonomie totale des membres de son équipe. C'est souvent entre les deux, et on essaye de trouver l'équilibre qui soit le meilleur à la fois pour le manager et à la fois pour les employés, pour ce qu'on appelle les collaborateurs aujourd'hui. Et là, après, le point que tu voulais amener sur le leadership, justement. Alors du coup, par rapport au leadership, il se trouve là, c'est-à-dire que, il y a on dit souvent qu'il y a 2 types de leadership, et il y a un leadership qui est plutôt: «Je mène, l mes collègues vers l'objectif» et puis il y a plutôt un leadership qui est: «Mes collègues vont vers l'objectif et je les soutiens». Et ça fait partie justement de cette notion de responsabilité. C'est soit je prends toute la responsabilité pour mon équipe et je les emmène, soit je leur laisse toute la responsabilité et je les soutiens. C'est plutôt ces 2 manières-là de penser le leadership. Il n'y a pas de meilleur type de leadership ou de meilleur type de management. Ça dépend de la personnalité, et de la manière de fonctionner du manager, des équipes en tant que telles et des attentes de l'institution. C'est-à-dire que l'entreprise qui s'attend, à une relation directe, enfin un rapport direct entre le manager et son N+1 va très peu apprécier des managers servants, je sais plus comment on dit en français, mais qui vont servir leur équipe, parce que ce manager va être très passif vis-à-vis de l'autorité et vis-à-vis du N+1. Et à l'inverse, ils vont largement préférer un manager qui possède toute la responsabilité et qui va avoir toute l'information nécessaire pour le transmettre au N+1. Donc ça dépend vraiment, de pas mal de dynamiques différentes. Et justement, comment ce rôle, il s'inscrit dans la logique du capitalisme, de la maximisation aussi des profits? Alors le rôle du manager, même si, il faut le dire quand même, la plupart des managers n'ont pas conscience de ce rôle, c'est de Merci de le préciser, désolée, justement. c'est de rationaliser, les dynamiques humaines. Le rôle du manager, c'est de s'assurer que les employés communiquent correctement entre eux, ne passent pas trop de temps à communiquer, ne passent pas trop de temps à faire, bah, voilà, à faire des small talks, raconter la pluie et le beau temps et cetera, mais passent leur temps, devant leur ordinateur à travailler et quand En ils ont même temps, c'est besoin normal. ah non, j'ai pas dit que c'était bien ou pas bien, j'ai dit: «C'est leur rôle». Oui. Et ils ont besoin de communiquer, ils doivent le faire de manière la plus rationnelle possible et une manière rationnelle de faire contre les entreprises, c'est, les réunions, c'est les mails, c'est, les points, c'est, les rapports d'activité, c'est et cetera. Donc le rôle du manager, ça va être d'organiser rationnellement les dynamiques humaines et ça va être aussi, et ça c'est important, de justifier individuellement, la rationalisation. C'est-à-dire que plutôt que de dire: «C'est le capital qui oblige cette rationalisation», le rôle du manager, ça va aussi être de faire comprendre aux membres de son équipe que c'est eux qui sont responsables de la productivité de l'équipe, c'est eux qui sont responsables de la réussite des projets qu'ils doivent mener, c'est eux qui sont responsables de leur réussite individuelle et de leur employabilité individuelle. J'aime bien ce que tu dis, parce que c'est comme si qu'eux, ils sont responsables et rien d'autre. Donc c'est toi, en tant qu'individu, qui est responsable de la réussite ou de l'échec de Et ce c'est que tu es en train certainement pas de projet. l'entreprise et c'est certainement pas, les investisseurs et c'est certainement pas, les capitalistes. Et est-ce que tu penses que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui on remet beaucoup en question le travail et qu'on se demande où est-ce qu'elle est la valeur, dans le sens dans ce qu'on fait au travail? Hem, Je sais, c'est toutes c'est des questions. non, bah, ça fait un peu partie des questions parce que, la question, c'était un peu la question de l'inutilité des managers. On remet en question parce qu'on trouve ça, inutile. Hem, il y a une volonté du capital d'automatiser le travail du management, ça c'est assez, évident. Donc en fait, ce qui est paradoxal dans le métier du manager, c'est que, il y a une demande de plus en plus forte de la part du capital d'automatiser les processus managériaux
et en même temps, c'est des processus humains qu'il est difficile d'automatiser. Et donc, on va pousser à l'automatisation à l'extrême en demandant à ce que tout passe par des réunions, parce que les réunions, on pense que c'est plus la manière la plus efficace possible de faire, parce qu'en fait, les réunions, on peut mesurer combien de réunions tu as fait, combien de temps tu passes en réunion, et cetera, et cetera. On peut aussi te demander de faire des productions pour les réunions, on peut te demander de produire des PowerPoint, on peut te demander de produire des rapports de réunion, donc on peut rationaliser les choses. Le manager, il va aussi être, responsable des rapports d'activité. C'est lui qui va gérer ses rapports papier. Enfin papier, souvent sur Excel ou sur Word, peu importe, mais qui ont une production, qui permettent de rationaliser les choses. Le manager, c'est celui qui va gérer, les arrêts, qui va gérer les vacances, qui va gérer avec un logiciel qui permet de rentrer quand est-ce que tu fais tes vacances et cetera, et en fait, tout ça, c'est de la rationalisation qui est inhumaine. On passe par des logiciels, on passe par, des rapports, avec, voilà, du texte et cetera, et on n'est plus dans des rapports humains où, voilà, j'aimerais prendre mes vacances à telle date. Ah oui, est-ce que tu as parlé avec machin pour, que ça se goupille bien entre vous et cetera? Bah non, je regarde mon logiciel et je regarde si là, c'est une colonne verte ou si c'est une colonne rouge. Et en fait, tout ça, c'est pas très intéressant pour un manager. Et je pense que, l'inutilité du management n'est pas liée directement au management, c'est lié au capitalisme en lui-même qui pousse à l'automatisation du management. Et en fait, tout ce qui est intéressant dans le management, c'est-à-dire la gestion de rapports humains, va à l'encontre du capitalisme. Et en fait, quand on regarde ce que font les managers quand ils essayent vraiment d'amener du rapport humain entre les gens, ils ne font que mettre des stratégies anticapitalistes, en place. Un exemple que moi je trouve est hyper intéressant entre une logique capitaliste et une logique anticapitaliste, c'est celle, des temps de création de confiance. Dans la logique capitaliste, on peut prendre quand il y a une situation de crise, on peut prendre du temps et de l'argent pour résoudre cette situation de crise, par exemple en faisant, des escape games, d'équipe, ou en faisant, des repas, dans lequel on va faire des jeux et cetera pour que les gens se parlent et que les gens résolvent leurs problèmes à ce moment-là. Et puis surtout pour dire aux gens: «Vous avez vu, on a bien compris que vous aviez souffert, on vous offre un petit truc en plus pour que ça aille mieux». Mais en fait, une logique anticapitaliste qui, moi, je l'ai vécu plusieurs fois, ça va être, et d'ailleurs, je reste sur cette idée-là, par exemple, quand tu fais un repas parce qu'il y a eu une situation de crise et qu'on est vraiment dans une logique capitaliste, ce repas, ça va être un repas du soir, ou ça va être, un aller dans un bar après le travail. Mais du coup, c'est sur le temps qui n'est pas un temps de travail, c'est sur un temps, à l'extérieur du travail. Mais une logique anticapitaliste, ça va être de dire: on instaure, peu importe qu'il y ait des situations de crise, peu importe qu'il y ait pas de situation de crise, un repas le midi, une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, où toute l'équipe vient pour discuter ensemble. Et le fait que ce soit pas relatif à une situation de crise, or le fait que ça rentre dans une logique anticapitaliste, c'est-à-dire que même quand ça va bien, ça existera quand même. Et en fait, ces situations-là sont des situations anticapitalistes qu'essayent de trouver les managers. De même que les managers, quand ils disent: «Ben, en fait, j'ai envie de pouvoir discuter de manière informelle avec mes équipes le matin, et de, voilà, juste prendre un café ensemble pour discuter de comment ça va le matin», c'est anticapitaliste, ça ne sert à rien d'un point de vue capitaliste. Mais tu es sûr de ç parce que moi, j'ai l'impression, en tout cas, que ça fait partie du parce que si tu as pas ça, si tu es juste un manager qui, tu sais, je tiens les rênes, je fais vraiment juste les processus et puis, tu sais, les horaires, la gestion et cetera. En vrai, tu obtiendras beaucoup moins des personnes qui sont dans ton équipe que si tu apprends à les connaître, tu crées cette relation de confiance, que, tu aies ces petits moments de resto, même sur l'heure du boulot et cetera. Parce que justement, ils savent qu'ils peuvent te faire confiance, ils savent que s'il y a un problème, ils peuvent t'en parler et puis tout ça amène à plus, je suppose, de capital, pour la suite. Donc je vois pas en quoi c'est anticapitaliste de le faire. Alors déjà, on n'en sait rien si ça apporte plus de capital par la suite. Mmh. Mais si, je Ensuite, suppose. dans une ouais, mais bah, oui, on suppose, mais en fait, on n'en sait rien parce qu'on l'a pas mesuré. Et ça, c'est hyper important déjà de le dire. La deuxième chose, c'est que dans une logique capitaliste, on essaye de précariser le travail. Quand, toi, en fait, la supposition que tu dis, c'est, ça augmente la confiance en l'équipe. Oui, mais si l'équipe, elle change continuellement, ça fonctionne plus. Or, dans une logique capitaliste,
Si, tu, acquiers trop d'expérience, si tu restes trop longtemps au sein du même poste ou au sein du même de la même équipe, tu vas avoir des problèmes à te réinsérer dans l'emploi par la suite. Donc il y a toujours cette logique de: «Il faut que je reste suffisamment longtemps pour acquérir de l'expérience dans de bons projets, mais pas trop longtemps pour pouvoir continuer à aller chercher des nouveaux projets dans des nouvelles entreprises». Et donc en fait, cette notion de confiance, elle est moins utile. C'est-à-dire que quand tu vas avoir dans ton équipe des personnes en CDD qui vont rester 3 mois, 6 mois, des personnes en CDD qui vont rester 2 ans, des personnes qui vont rester 5 ans, même s'ils ont eu des CDI parce qu'après il faut qu'ils partent. Au final, ce turnover qui est normal dans une entreprise fait que, à quoi bon créer cette notion de confiance? Parce qu'au final, les gens savent que, bah, dans 3 mois, dans 6 mois, je travaillerai plus avec les mêmes personnes. Donc pourquoi je m'engagerais à être confiant avec elles? Et de la même manière, toi, en tant que manager, quand tu vis dans des entreprises et aujourd'hui toutes les entreprises disent qu'elles sont en situation de crise, que c'est difficile pour elles, et Mmh. cetera, parce que ça leur permet, d'avoir du soutien de la part des gouvernements, de payer moins de taxes, et cetera. Tout je parle des grosses entreprises, hein. Mmh. Hem Et bien, en fait, comme elles disent qu'elles sont en situation de crise, ça leur permet aussi de restructurer, de réorganiser et donc de changer des managers de position, qui fait que toi, en tant qu'employé, même si tu restes 5 ans, tu auras peut-être 2-3 managers différents au-dessus de toi. Parce que les managers vont changer de position, parce qu'il va y avoir des réorganisations, parce que même toi, tu vas changer d'équipe. Donc au final, à quoi ça sert de faire confiance? Donc en fait, ces suppositions que tu as quand tu penses que, bah, ça vaut le coup, ces small talk, parce que ça va, être au final bénéfique pour le grand capital, ça a des présuppositions qui ne fonctionnent pas dans une logique capitaliste. Tu as des suppositions quand les entreprises ne sont pas encore dans le 3 esprit du capitalisme, quand ces entreprises, ne voient pas encore l'intérêt qu'il peut y avoir pour améliorer le capital, de faire des restructurations, de faire des changements d'équipe, de, créer des emplois précaires, et cetera, et cetera. Donc ça marche dans des entreprises qui ne sont pas pleinement dans un 3e esprit du capitalisme. J'ai besoin d'entendre parce que on retourne aux formations quand tu étais en école en ressources humaines et que tu travailles, bah, sur tous les sujets auxquels je travaille. Ce qui ce qu'on t'apprend, c'est justement ça, c'est qu'il te faut ces small talk, il te faut ces moments de confiance, il faut les créer, tu sais? Et que c'est important justement pour pouvoir pour l'entreprise en elle-même, pour que ça puisse fonctionner, pour que les équipes puissent travailler ensemble. C'est pour ça qu'en fait, excuse-moi, j'ai comme un bug là dans ce que tu me dis. Parce que je me dis: «Mais c'est au contraire de tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, de ce que je redis aussi après» et parce que je vois pas comment ça peut fonctionner Parce si que tu as en pas fait, ce ça, qu'on a cette relation appris humaine derrière, tu vois? Et mais ce oui, que tu dis, c'est qu'on casse ces relations humaines-là, mais pour moi, ça peut pas fonctionner si on a plus bah, ces relations. le fait est que l'objectif du capitalisme n'est pas, d'améliorer les relations humaines. L'objectif du capitalisme, c'est d'améliorer le capital, c'est d'augmenter le capital d'une entreprise. Ouais, mais pour augmenter le capital de l'entreprise. Excuse-moi Adrien, Oui, oui. c'est juste il faut que je comprenne. Pour augmenter le capital d'une entreprise, il y a que 2 manières de faire: Mmh. augmenter ses bénéfices ou diminuer ses coûts. Oui. Dans le cas des très grosses entreprises, pour augmenter ses bénéfices, on est obligé d'augmenter le capital, social, donc on est obligé d'augmenter le nombre de personnes et d'augmenter le nombre de personnes d'augmenter le nombre d'employés et d'augmenter, l'expérience des employés. Et à partir du moment où on n'arrive plus à tirer de bénéfices, on doit réduire les coûts et pour réduire les coûts, on restructure, on consolide, on, vire des gens et dans ce cas-là, le manager, il est là pour justifier ça. Le manager, il est là pour dire: «Vous n'avez pas été assez productif, donc c'est vous qui partez en premier. Et là, il y a plus de notion de confiance. Et donc ce que tu, dis, c'est on apprend, dans nos formations en management que la notion principale du manager, c'est d'instiller de la confiance. Mmh. Mais le manager, ne peut pas instiller de la confiance dans une logique capitaliste sans, bah, un peu se mentir à soi-même, dans le sens où, l'entreprise n'aura jamais, de confiance envers les employés, alors que les employés on demande aux employés d'avoir confiance envers l'entreprise, envers son manager, envers son N+1 et cetera et cetera. L'entreprise, elle s'en fiche de la confiance. L'entreprise, ce qui l'intéresse, c'est le capital. Donc en fait, il y a toujours une sorte de c'est pas un double discours, mais c'est une sorte de paradoxe où finalement on dit pour que les employés soient productifs, il faut qu'ils fassent confiance en l'entreprise et donc en ceux qui incarnent l'entreprise, mais l'entreprise, elle, elle s'en fiche de cette notion de confiance. Donc c'est là où pour moi il y a un vrai souci dans le terme de management et je pense,
pour répondre à la question que tu posais juste avant qui était, bah, est-ce et quelle est la raison pour laquelle il y a autant de mal-être vis-à-vis du management? Le mal-être, il se trouve là, le mal-être, il se trouve dans cette incapacité de l'entreprise à s'intéresser à la notion de confiance, alors qu'elle n'arrête pas de demander aux managers de ne s'intéresser qu'à la notion de confiance. En fait, le mal-être des managers provient directement d'une mauvaise formation en management dans lequel on ne rend pas conscient le rôle du manager dans le sein du capitalisme. Parce que bah, si on disait au manager, votre rôle au sein du capitalisme, c'est de rationaliser les relations sociales pour être sûr qu'il y ait le minimum de relations sociales nécessaires à la productivité, mais pas plus, il y aurait aucun manager qui voudrait être manager. Bah, est-ce que c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, justement, le métier de manager, il attire plus autant qu'avant, en tout cas? Parce qu'avant, tu sais, on était vraiment là dans cette, progression sociale au sein de l'entreprise, c'était de devenir manager, alors qu'aujourd'hui, beaucoup moins. Et là, j'ai envie de faire un lien justement à ce que tu nous as dit dans le tout premier épisode, qui est, et là je te cite: «Les managers sont les joueurs d'un jeu à perte et doivent continuellement créer de la confiance dans un monde qui sanctionne systématiquement la confiance par une concurrence intensive», ce que tu nous disais aussi tout à l'heure. «Lorsque l'humain devient une ressource humaine, alors elle est exploitée comme n'importe quelle autre ressource et si on veut survivre, on le fait au détriment des autres». Avec cette phrase-là, est-ce qu'on peut dire du coup que c'est à cause de ça, qu'il y a un désintérêt du métier, que ce métier a l'air de, bah, de plus faire de sens pour personne et qu'on arrive aussi à, bah, ce que tu disais un peu aussi tout à l'heure, un tout petit peu, on va aller peut-être en profondeur là-dessus, que ça crée ce sentiment de mal-être aussi pour les managers? Alors déjà, c'est intéressant parce que la première chose que tu as dite, c'est, heu, être manager fait partie d'une progression sociale. En fait, c'est comme Mmh. si, bah, voilà, tu pouvais être employé, mais comme tu es performant, tu deviens manager. Mais fondamentalement, quand ton expertise, c'est la gestion, de de relations humaines, comment tu peux, en tant qu'employé, te dire: «À partir d'un moment, je deviens expert en relations humaines»? Donc pour moi, il y a déjà un manque de logique là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un point de vue historique, comme je le disais, un cadre, c'était trop compliqué pour lui de gérer et les relations humaines et le détail des processus. Donc on l'a séparé en 2, ingénieur et manager, mais ça nécessite que le manager ait une expertise en relations humaines. Or, là, ce que tu nous dis, c'est, bah, dans la logique des entreprises, on augmente, grâce à la progression sociale, on change de statut pour devenir manager, sans avoir de compétences associées. Mais c'est la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe Oui, mais c'est et c'est ce qui pose problème aussi après. oui, mais du coup, il y a une vraie désillusion quand on se rend compte qu'en fait, bah, on n'est pas capable, on n'a pas les compétences pour faire ce métier. Absolument. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bah, c'est intéressant, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est des formations en management. Et qu'est-ce qu'on a dans les formations en management? On a souvent 2 types de personnes. Alors je veux pas, je sais que je vais encore simplifier des choses, mais quand on fait un podcast, on est obligé de simplifier les choses. Et il y a grosso modo 2 types de personnes qui sont formateurs en management. Il y a d'anciens managers qui ont fait un burn-out et qui se disent: «Oh là là, c'était terrible ce que j'ai vécu, je veux pas que d'autres personnes vivent la même chose que moi». Et il y a des personnes qui ont eu une, 2, 3 très bonnes expériences et qui se disent: «OK, je suis un super manager, je vais transmettre aux autres». Et en fait, dans les 2 cas, bah, si vous revenez au tout début de l'épisode, je parlais du biais du survivant. Dans les 2 cas, c'est aussi des biais du survivant. Dans le cas de, j'ai fait un burn-out à cause d'une mauvaise expérience, je vais transmettre aux autres pour qu'ils évitent d'avoir cette même expérience. Quand d'autres personnes vont arriver dans tes formations et vont avoir des mauvaises expériences, tu vas forcément transposer leur mauvaise expérience à ta mauvaise expérience à toi en leur disant: «Ah bah oui, moi aussi j'ai vécu quelque chose de similaire et voilà comment j'ai fait pour m'en sortir». Sauf qu'en fait, tu sais rien si tu as vécu quelque chose de similaire. C'est pas la même entreprise, c'est pas les mêmes, relations sociales, c'est pas la même manière de communiquer, tu pas la même personnalité, tu pas la même personne, tu pas la même, Peux-tu expérience et cetera et m'expliquer? cetera. Attends, je finis et Pardon, trop pressée! et de l'autre côté, tu as les personnes qui ont eu 2, 3 expériences qui sont très bonnes et qui vont expliquer aux autres comment eux, ils ont réussi. Et là, on revient exactement dans la même histoire que comment ça s'appelle? Pas Morningstar? Comment ça? C'est Morningstar qui est, bah oui, mais en fait, on n'en sait rien si toi, tu as réussi, tu as ton expérience qui s'est très bien passée, mais qu'en fait, plein d'autres personnes auraient pu faire la même chose que toi et auraient échoué. En fait, tu es en train de dire à des personnes: «Faites comme moi, vous allez réussir», alors qu'en fait, tu n'as aucune idée de si ces personnes-là ont réussi. Et en fait, la seule manière de dépasser c'est juste, bah, expériences personnelles qui ne valent pas grand-chose, c'est de théoriser le management. C'est-à-dire d'avoir un vrai
background, un vrai, heu heu, fond, théorique sur comment ça fonctionne les entreprises, comment ça fonctionne le management, comment fonctionnent les relations humaines, un mix avec de la psychologie, un mix avec de la sociologie, un mix avec, des théories organisationnelles, quelque chose qui te permette de sortir de ton expérience personnelle pour arriver vers une forme de généralisation et derrière, évidemment, tu vas pouvoir parfois y impliquer un peu d'expérience personnelle en disant: «Bon, bah, voilà comment ça fonctionne de manière générale. Chez moi, ça s'est transmis comme ça s'est transformé comme ça s'est traduit comme ça, mais ça peut se traduire autrement» et c'est en fait en ayant cet apport théorique derrière que tu es capable de prendre du recul vis-à-vis de ton expérience personnelle en disant: «Ah oui, mais en fait, mon expérience personnelle ne s'applique pas forcément à toutes les situations». Et malheureusement, dans les formations en management, il n'y a pas ce recul qui est fait parce que les formateurs de formation professionnelle sont mal formés au management et c'est un vrai problème. Et donc, on a des personnes qui ne sont pas managers, qui viennent en formation de management, qui apprennent le management par des personnes qui ne savent pas faire du management et qui derrière vont essayer de transposer des trucs complètement bancals dans leur domaine et qui après, bah, n'y arrivent pas. OK, mais on Du se coup, un autre problème à ça, parce que tu as des universités qui t'enseignent le management pour devenir après l'université manager. Moi, je vois un autre problème, c'est que tu as pas eu de l'expérience avant de toutes ces relations humaines qui sont compliquées. Je vois pas comment tu peux aussi théoriser toutes ces relations humaines. Alors je comprends, hein, d'avoir le background, d'apprendre je pense qu'il y a plein de choses de ça que tu peux apprendre dans les relations sociales et cetera. Il y a plein de choses. Mais c'est tu es à l'université, tu apprends ça, mais tu as pas eu l'expérience terrain en même temps. Je pense que là aussi tu peux aussi arriver à quelque chose de bancal. alors déjà, quand tu vas à l'université, tu as une expérience terrain parce que en master 2, tu as une obligation de stage. Et le stage, c'est la moitié de l'année. Donc dire qu'on va à l'université sans avoir d'expérience terrain, c'est faux. En plus de ça, il y a un stage en 2e année de master et il y a un stage en 3e année de licence. Donc Mmh. sur, le total de tes 5 années, tu vas avoir autour de 800 à 1 000 heures de formation, terrain. En plus dans plusieurs entreprises différentes. Ouais. Et à la suite de ça, effectivement, il y a aussi cette notion d'apprentissage. C'est-à-dire qu'effectivement, là où je te rejoins complètement, c'est du fait que, ben, quand tu as de la théorie, tu ne peux pas appliquer directement cette théorie à une entreprise particulière. Mais là où, ben, je me dis: «C'est le problème est exactement le même avec ceux qui ont une expérience terrain». S'ils ont une Mmh. expérience terrain, ça ne veut absolument pas dire qu'ils sont capables de l'appliquer dans un autre terrain. Là où, les personnes qui ont une formation théorique ont un avantage, c'est qu'ils vont avoir plus de connaissances sur ce qui pourrait fonctionner de manière générale pour pouvoir l'appliquer. Là où une personne qui a déjà appliqué des connaissances qui proviennent de son métier à son métier particulier aura beaucoup plus de difficultés à généraliser pour pouvoir le réappliquer ailleurs. Et souvent va l'appliquer mal ailleurs vu qu'il va appliquer ce qu'il connaît déjà. Donc en fait, le point problématique que tu poses me paraît beaucoup plus problématique dans l'état actuel des choses que dans un état où on aurait une formation théorique qui y serait, associée. Mais là aussi où je te rejoins effectivement, c'est que effectivement, on ne devrait pas, avoir ce qui se passe actuellement, des managers qui proviennent d'un métier qui n'est pas manager et qui se disent: «Ah bah, je vais devenir manager parce que c'est comme ça la progression hiérarchique». C'est ça. On devrait avoir des managers qui arrivent dans un domaine de relations humaines avec, une vraie formation dans les relations humaines et donc qui, feraient de l'apprentissage là-dedans et pour avoir aller, tu vois, être comme un apprenti, en fait, quelque part. C'est-à-dire aller dans une entreprise, être, un soutien d'un manager de cette entreprise pendant, 6 mois avant de devenir manager dans cette même entreprise ailleurs. Ça, ce serait, par Ouais. exemple, tout à fait possible et dans ce cas-là, ça veut dire quand même repenser la progression sociale. C'est-à-dire que si on dit ça, ça veut dire que manager ne devrait plus être la suite logique, d'être, employé. Mais ça serait beaucoup mieux, en fait, de repenser la progression sociale parce que tu peux être et c'est ça qui, pour moi, est problématique. Tu peux être excellent à ton métier, je sais pas moi, tu es, ingénieur dans la transformation, de qu'importe le produit et tu es excellent là-dedans. Au lieu de valoriser tes années d'expérience en tant qu'ingénieur ou même en tant que technicien, la prochaine étape que tu as très souvent, c'est de devenir manager, que tu es peut-être pas fait pour ça, Alors que tu aimes pas ça, que ça, c'est plutôt dans le deuxième esprit du capitalisme parce que dans le troisième esprit mmh, du capitalisme, ta manière de te valoriser va être d'accéder à des projets plus intéressants.
Donc là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est au sein de la même entreprise, quand je suis employé depuis 5 ans, que je connais bien mon métier, et cetera, je peux devenir manager d'autres personnes qui font le même métier que moi. Mmh. Et ça, c'est une logique qui est, déjà, du 2e esprit du capitalisme. C'est pas une logique du 3e esprit du capitalisme. Dans le 3e esprit du capitalisme, quand tu as, suffisamment de compétences dans ton métier, tu changes d'entreprise et tu vas aller dans une autre entreprise en espérant que cette entreprise ait des projets plus intéressants, te paye mieux, te permettent d'avancer, pourquoi pas aussi dans la hiérarchie à ce niveau-là. Mais en fait, il y a plus cette logique de: «Je vais avancer au sein d'une même entreprise». Donc on n'a plus cette partie en fait, là, on a déjà du coup repensé cette progression sociale dans le troisième esprit du capitalisme. Oui, on a individualisé la progression sociale. Ce n'est plus Mmh. à l'entreprise de gérer la progression sociale, c'est à l'individu de trouver des projets qui soient plus intéressants pour lui. Et là, on va revenir je te propose qu'on revienne sur justement, tu sais, les objectifs contradictoires qu'ont les managers. Mmh. Parce qu'ils sont à la fois, chargés de maximiser les profits, tout en maintenant la satisfaction des employés, en assurant leur bien-être et cetera. Comment du coup est-ce qu'ils peuvent jongler avec tous ces objectifs contradictoires? Ouais, alors j'avais j'avais écrit un commentaire, il y a 2 manières de jongler avec ces objectifs. Le premier, c'est de pas y arriver et de faire des burn-out et puis le deuxième, c'est d'utiliser des stratégies anticapitalistes. Donc, j'avais, proposé, cette idée de faire, des repas, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, de manière régulière. En fait, la manière d'assurer le bien-être, des employés, tout en s'assurant de maximiser le profit, c'est en diminuant la maximisation du profit, mais de manière, heu, voilà, qui n'impacte pas trop le profit. Et effectivement, à faire des small talk le matin, ça diminue le profit parce que la personne, au Mmh. lieu de traiter ses mails le matin, elle va traiter ses mails plus tard parce que, oui, tu vas discuter un petit peu le matin. Ça ne maximise pas le profit, mais ça permet d'améliorer un petit peu la satisfaction des employés. Et en fait, Ça permet de maximiser le profit. Je sais, je reviens tout à l'heure parce que tout à l'heure non, mais pour c'est pas vrai, ça ne maximiserait le profit que si ces employés étaient assurés, de rester longtemps dans l'entreprise, que si l'entreprise s'assurait qu'il y ait une confiance qui est vraiment, qui est vraie entre tous les acteurs et que cette confiance amène à une responsabilisation correcte des membres des équipes ou, du manager. Et en fait, tout ça n'est pas vrai dans le 3e cercle du capitalisme parce que, ces small talks, on ne sait pas ce qu'ils vont donner parce que du jour au lendemain, l'équipe peut disparaître. Du jour au lendemain, l'équipe peut être réorganisée et en fait, tu sais qu'il y a des personnes, elles sont en CDD, donc pourquoi ça vaut le coup, de faire des small talks avec ces personnes-là? Et d'ailleurs, ça se voit, enfin bon, moi, par exemple, ma conjointe, elle était en école d'infirmière pendant très longtemps. On voit bien à ce moment-là, quand tu fais des stages, parce que l'école d'infirmière, en gros, c'est un tout petit peu de théorie et beaucoup de stages. On voit bien que ces small talks se font entre infirmières, mais ne se font quasiment jamais avec les étudiants infirmières. Parce qu'on sait que les étudiants infirmières, elles vont pas rester. Dans les très grosses entreprises, on sait très bien que les stagiaires, ceux qui sont comment ça s'appelle? En période d'essai, on sait que globalement, ils vont pas rester, donc on fait pas ces small talks avec eux. Et ça impacte aussi les profits. Parce que ces personnes-là, elles vont quand même avoir du travail à faire et elles se sentent pas inclus. Et donc, elles vont diminuer, en fait, les profits parce qu'elles vont, traîner la patte, parce que et cetera, et cetera. non mais Adrien, alors là, on est à la moitié de la série et je sais pas comment ça va finir à la fin de cette série qu'on est en train de tourner ensemble parce que plus on parle et plus tu es en train de détruire mon métier, ce que je suis en train de dire et cetera. Je vais c'est fini, je sais pas comment je vais finir la série du podcast avec toi. Non, mais en fait, je démissionne, je vais chercher autre chose, c'est pas possible. Parce que moi, c'est tout l'inverse, hein. Je veux dire, ce que je dis, c'est vraiment mais surtout en travaillant en santé mentale, on dit: «Mais si vous voulez voir, ce qui va bien ou pas dans l'équipe, pour pouvoir, regarder s'il y a un changement, il faut connaître vos employés, il faut être proche d'eux, il Oui, faut créer cette relation de confiance. Sinon, tu fais pas bien ton métier de oui, manager». Parce mais que ça fait partie de ton métier de manager, tu vois? bah, c'est anticapitaliste et je pense que le métier de manager, si on veut qu'il existe en tant que métier, doit s'inscrire dans une logique anticapitaliste. S'il s'inscrit dans une logique capitaliste, alors c'est un métier qui devrait disparaître parce que c'est un métier qui pourrait être automatisé. C'est-à-dire à partir du moment où on peut automatiser
la création de réunions. On peut automatiser les rapports au N+1, les rapports d'employés à manager, etc. On peut automatiser qui est là sur site, qui n'est pas là sur site, etc. Le manager sert plus à grand chose. Le manager, il est souvent là plutôt en termes de support et en termes de relation avec la hiérarchie. Si cette relation peut être automatisée, par exemple avec des tickets aussi, hein, la notion de ticket, c'est aussi une manière de saper ce que pourrait faire le manager, hein. C'est-à-dire, moi, dans mon équipe, j'ai un problème informatique, j'ai un problème logiciel, j'ai un problème. Ok, si je peux faire directement un ticket avec l'équipe backup machin, et sans passer par le manager, bah, je le fais. Mais dans une logique anticapitaliste, j'en parle avec mon manager, le manager va voir les autres équipes et dit: «Ah bah, voilà, quels sont les problèmes, est-ce qu'on peut le régler?» et cetera. Mais aujourd'hui, dans les très grosses entreprises, le manager, il va avoir pas 5 ou 6 personnes en dessous de lui pour pouvoir discuter correctement avec chacun. Il va en avoir 15. Il va pas avoir un ou 2 il va pas avoir un N+1 à qui reporter. Il va avoir plein d'autres managers autour de lui qui eux-mêmes vont avoir 15-20 employés dans leur équipe. Le N+1, il va avoir 5, 6, 7 managers à gérer qu'il n'arrive pas à les gérer. Quand toi, en tant que manager, tu vas vouloir rapporter à ton N+1 les problèmes de ton équipe pour que ça se passe bien, pour maximiser ton bien-être, et cetera, il a pas le temps. Lui-même, il est sous pression de son N+1 qui n'a pas le temps parce qu'en fait, il y a eu un amaigrissement de tout le processus dans les entreprises, ce qu'on appelle le lean management. Le lean management, l'idée, c'est une idée purement capitaliste qui est d'amaigrir tout. C'est-à-dire, si tu peux faire les choses avec un seul manager plutôt qu'avec deux, fais-le avec un seul manager. Et même si ça fonctionne moins bien, c'est pas grave tant que ça fonctionne au moins un petit peu. Et tout ça, ça va créer de la souffrance et tout ça, ça va créer du capitalisme, mais ça va réduire le bien-être. Toi, la seule manière d'exister là-dedans, si tu veux exister en tant que manager, c'est de trouver des stratégies anticapitalistes d'exister. Mais justement, comment tu fais? Parce que là, ce que tu me dis aussi, c'est que les managers, ils sont pris en étau entre leurs obligations envers, les investisseurs, les responsabilités sociales de bien-être et tout ça, envers les employés. Donc comment est-ce qu'on fait, à part finir en burn-out, quand pour pouvoir, comment dire ça? Comment en fait cette situation, peut-elle pousser à sacrifier l'un au détriment de l'autre? Alors, j'avais un petit problème avec cette question parce que tu dis c'est les obligations envers les investisseurs. Mmh. Ce qui est vraiment important de comprendre dans cette logique capitaliste, c'est que il y a des murs entre les employés et les investisseurs. Les employés, ils reportent au manager de proximité, qui rapporte au N+1, qui rapporte au N+2, qui rapporte au N+3, qui rapporte au PDG, qui rapporte au conseil d'administration, qui rapporte aux investisseurs. Sachant que dans le conseil d'administration, il y a des investisseurs. Et en fait, tous ces murs-là font qu'il n'y a aucun lien entre ceux qui produisent le capital et ceux qui jouissent du capital. Et donc les investisseurs n'ont aucun intérêt à la responsabilité sociale des entreprises. Les investisseurs, si une entreprise leur plaît pas, ils la revendent, ils la consolident, ils la fusionnent avec une autre entreprise, peu importe, mais l'entreprise disparaît. L'employé, lui, il ne touchera jamais le fruit du capital qu'il produit, il Mmh. touchera juste une petite partie. Donc il s'en fiche. Fondamentalement, l'employé, son objectif n'est pas de maximiser son capital. Ça peut être un objectif secondaire parce que, ça lui plaît de travailler correctement, ça lui plaît de fonctionner correctement avec son équipe, ça lui le plaît de réussir des projets et cetera. Mais enrichir le capital de l'entreprise, c'est pas son objectif initial. Et donc le manager, il n'est pas pris en étau entre les obligations de gagner de l'argent par les investisseurs et la responsabilité sociale envers les employés. Il est pris en étau entre faire en sorte que les employés se sentent bien et satisfaire les obligations du N+1, qui lui-même est pris en étau entre s'assurer que les managers fassent correctement leur boulot et que le N+2 soit suffisamment content de lui, qui est lui-même pris en étau. Tu as compris, tu compris. Oui, on n'en finit pas. Oui, oui, complètement. Donc, Mais alors du coup, tu es forcément obligé de sacrifier l'un au détriment de l'autre, parce que c'est tellement contradictoire les 2. Comment tu peux faire, comme les autrement? investisseurs disent au PDG: «Tu dois t'assurer que ceux en dessous de toi soient le plus productifs possible». Que ceux en dessous d'eux, ils sont chargés de faire en sorte que ceux d'en dessous soient le plus productifs possible avec le minimum d'efforts possible, le minimum de ressources possibles, et cetera, et cetera. Le manager, le N+1 du manager dit au manager: «On te donne le minimum d'employés possible pour réussir tes projets et tu dois le réussir dans le temps le plus court possible, tout en sachant que les personnes
qui vont participer à ce projet vont probablement disparaître une fois que le projet, sera terminé. Et lui, on lui dit: «Pour que tu mènes à bien ce projet-là, avec le minimum de ressources possibles, le minimum de temps possible, le minimum d'argent possible et cetera, tu dois susciter la confiance de ces personnes-là». Et c'est là où, pour moi, se trouve le paradoxe du management, c'est qu'il doit faire le maximum de productivité avec le minimum de ressources possibles. Et c'est ça qui pousse le problème. Donc ce que font le management la plupart du temps, bah, c'est soit ils poussent l'équipe à l'extrême qui fait que les équipes vont en burn-out et il y a des problèmes de harcèlement et il y a des problèmes de turnover et cetera et cetera. Ou alors à l'inverse, ils vont enjoliver la réalité auprès du N+1. C'est-à-dire dire: «Oh vous inquiétez pas, ça va être réussi, dans les temps et cetera». En fait, ne pousse pas tant que ça les employés vers la productivité. Et à un moment donné, bah, soit le projet réussit quand même parce que, bah, le projet était mal défini et puis que le N+1 a accepté que le projet dure plus longtemps ou a accepté que le projet il y ait un peu plus d'argent et cetera. Ce qui, par exemple, dans le monde du jeu vidéo est extrêmement, courant parce que le jeu vidéo, tu sais quand, ça commence, tu sais pas quand est-ce qu'il sera prêt à la vente. Donc des fois, tu dis: «Bah, il sera prêt en 3 ans» et en fait, bah, ça prend 4 ans, ça prend 5 ans parce qu'il y a plein de choses qui font il y a plein de nécessités qui font que, tu es obligé de prendre plus de temps. Et puis il y a cette escalade d'engagement, hein, qui fait que, ben, quand tu as mis, 3 ans d'investissement dans un projet, tu te dis: «Bah, vaut mieux que je mette 1 an de plus d'investissement pour que ça sorte et que ce soit rentable, plutôt que je l'abandonne et que, bah, j'ai Ouais. perdu 3 ans d'argent». Et donc en fait, il y a cette logique-là un peu de c'est pas une logique de mensonge, mais c'est une logique de, pour satisfaire des 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 envies déraisonnables, bah, je suis obligé de faire un pas de côté avec la réalité pour gérer cette tension entre les 2. Et je dois faire ce pas de côté à la fois vis-à-vis du N+1 et à la fois vis-à-vis des équipes. Les équipes, je dois prendre un pas de côté en leur disant que si je fais tout pour pour gérer cette notion de confiance et leur assurer d'une sécurité et cetera, alors que je n'ai pas du tout cette responsabilité-là. C'est pas moi qui vais décider de si, demain, il y aura une consolidation et qu'ils vont tous être virés. Et de l'autre côté, je dois aussi prendre un pas de côté avec la réalité vis-à-vis de mon N+1 en lui disant: «Si, si, t'inquiète pas, voici tous les rapports d'activité, voici, tous les KPI, voici et cetera. Tout se passe bien vis-à-vis, des étapes du projet». Alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas et c'est plus flou et on est moins sûr que ce que l'on peut avancer auprès de notre N+1. Je pense que tous les managers, un jour, sont arrivés en réunion et en disant: «Vous inquiétez pas, tout va bien», alors qu'en fait, ils savaient pas. Donc voilà, c'est vraiment cette idée d'attente qui est fondamentale. On en a parlé, hein, tout au long de ces podcasts. Cette idée d'attente, elle est vraiment importante parce que le N+1 a toujours des attentes du management. Les employés ont des attentes du management, elles sont toujours contradictoires et le manager doit toujours être en tension vis-à-vis des 2 et n'a aucune responsabilité là-dedans parce que c'est pas lui qui gère les attentes des autres. Et justement, bah, dans cet environnement où les investisseurs, ils cherchent des rendements rapides, comment les managers, eux, ils gèrent, on revient à cette attente-là que tu dis là, ces attentes à court terme, tout en cherchant, bah, à établir une vision à long terme pour l'entreprise? Parce que tu dois avoir cette vision-là, savoir où est-ce qu'on va, comment, de quelle façon. Et donc, beh, quelles sont les stratégies que les managers, ils peuvent utiliser pour naviguer dans ce paysage vraiment complexe? Je vois tu as déjà quand même pas mal répondu aussi un peu à la question. Oui, bah, alors déjà, les managers, ils gèrent pas les attentes à court terme, des investisseurs, ils gèrent les attentes des N+1. C'est ce que je disais, hein, c'est vraiment, très différent, par rapport à ça parce que souvent les attentes du N+1 sont complètement, contradictoires vis-à-vis des attentes, des investisseurs. Le N+1, je pense pareil, hein, tous les managers ont dû vivre ça, vont parfois avoir des attentes complètement déraisonnables vis-à-vis d'un morceau du projet qui, est le morceau qui est peut-être le plus long à arriver et le N+1 veut ça dans un temps très rapide, alors que des choses qui sont plus rapides à produire, le N+1 va avoir des attentes en disant: «Bah, oui, bah, ça peut bien prendre 6 mois, 1 an parce qu'il y a beaucoup plus de choses à gérer et cetera». En fait, le N+1 n'a pas de bonne, je sais pas que le N+1 n'a pas de bons insights vis-à-vis des attentes à avoir, mais en fait, va souvent avoir des attentes qui ne sont pas en lien direct avec le ressenti des employés. Alors on imagine bien qu'il n'est pas non plus en lien avec les attentes des investisseurs. En fait, l'investisseur, lui, ce qu'il veut, c'est qu'à la fin de l'année, il y ait une colonne verte et pas une colonne rouge au niveau des bénéfices, point.
Mais pour ça, il faut que les attentes du N+1 soient fortes. Et le lean management, c'est vraiment cette idée-là. Donc le manager, il gère pas l'attente à court terme de l'investisseur, il gère l'attente à court terme de du N+1. Par contre, l'attente à court terme des investisseurs, lui, il est géré par le PDG qui gère ça souvent en licenciant des équipes, incluant les managers, ou en restructurant, en modifiant le manager d'équipe. Et ça, c'est vrai, c'est des choses qui arrivent assez souvent. On achète des nouvelles entreprises en se disant qu'elles vont être rentables. Elles sont pas si rentables que ça, mais elles sont quand même rentables. Pour augmenter leur rentabilité, bah, on licencie une partie, des employés et ça permet de rentabiliser plus tout en maintenant les projets qui, on l'espère, seront les plus rentables de l'entreprise. Et là, bah, c'est plus le manager qui gère les attentes à court terme des investisseurs, vu qu'ils sont virés comme les autres membres, des équipes. Et pour l'autre question, comment ils font pour établir une vision à long terme pour l'entreprise? Les investisseurs n'ont aucune vision long terme des entreprises. Ça, c'est quelque chose qui est important dans le capitalisme. Le seul intérêt du capitalisme, c'est de générer le maximum de capital en un minimum de temps. Mais ce capital, il peut être généré par une entreprise A ou une entreprise B, peu importe. Si l'entreprise A ne génère pas suffisamment de capital, on transfère le capital de l'entreprise A vers l'entreprise B. Donc il y a aucune vision long terme d'entreprise des investisseurs. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est très mal compris de la part des managers ou même des employés d'entreprise. C'est qu'ils se disent: «Ah bah, on a des investisseurs qui injectent de l'argent dans notre entreprise, ce qui nous fait du bien parce que ça nous permet d'avoir de nouveaux projets et de gagner de l'argent grâce à ça et d'espérer pouvoir sortir de nouveaux produits, intéressants et cetera». La vérité, c'est qu'en fait, si les investisseurs du jour au lendemain ne sont pas satisfaits de ça, bah, juste ils transfèrent l'argent et tu perds tout. Et ça, c'est compliqué en fait, parce qu'il y a pas de vision long terme. Celui qui gère une vision long terme d'entreprise, c'est le PDG. Parce que le PDG, lui, son objectif, c'est de convaincre les investisseurs que même s'il y a des projets qui échouent à un instant T, l'entreprise a une bonne vision qui permet aux investisseurs de s'assurer qu'il faut maintenir les investissements au sein de l'entreprise. Et le PDG a aussi comme obligation d'avoir une vision long terme pour rassurer les employés en leur disant: «Non, mais vous travaillez pas pour rien, vous travaillez parce que cette entreprise a un objectif long terme», qui est souvent un objectif, on l'a dit, hein, dans le premier podcast, cet objectif, c'est d'amener le bien-être pour l'humanité, de construire un futur qui soit bien plus agréable pour l'humanité, et cetera, et cetera. C'est Ce sont des mots, mais en pratique, ça n'a aucune influence, sur, le manager. Ça va avoir une influence auprès des investisseurs qui sont des humains comme tous les autres, donc si on les rassure, bah, ils vont peut-être pas investir ailleurs. Ça peut avoir une influence auprès des employés parce que quand, vous savez, pour les rapports annuels où, le PDG, fait un grand discours, grandiloquent auprès de tous les employés en disant: «Souvenez-vous de notre vision d'entreprise et soyez très assurés de notre engagement vis-à-vis de tous les employés», machin, machin. Ça les rassure aussi. Le manager, il est pas là pour établir cette vision long terme, c'est le PDG qui est là pour établir cette vision long terme. Donc, quelles sont les stratégies que les managers utilisent pour naviguer dans ce paysage complexe? Bah, c'est, typiquement, d'utiliser ces discours, de la hiérarchie auprès des employés en disant: «Eh, souvenez-vous, le dirigeant nous a assuré que, donc rassurez-vous». Globalement, c'est Oui. ça qu'il fait. Mais Bah, en tant rassurer, que tel, rassurer, créer de la confiance, rassurer. beh, oui, sauf qu'en C'est fait, ça. c'est rien et lui-même peut peut-être se faire virer et peut-être même lui, il est pas rassuré parce que son N+1, quand il va voir son N+1, le manager, en disant: «Mais du coup, on a vu que les chiffres étaient pas bons et on n'est pas le pôle le plus productif de l'entreprise. Est-ce que vous êtes sûr qu'on va pas se faire virer?» Le N+1 lui répond: «Souviens-toi de la vision de l'entreprise, rassure-toi». Et c'est toujours cette même logique de finalement, comme il y a pas de responsabilité et comme il y a ces histoires de murs entre la direction et les employés, au final, s'il y a une décision de, cette équipe part, cette équipe est licenciée, personne n'est responsable de ce licenciement. Le N+1, il n'est pas responsable, il savait pas. Le N+2, il est pas responsable, il savait pas. Le PDG, il est pas responsable parce que, bah, il a demandé à celui qui était en dessous de gérer ce truc-là, qui a demandé à celui d'en dessous de gérer ce truc-là et finalement personne n'est jamais responsable grâce à ces histoires de murs entre hiérarchies. C'est horrible. Moi, je non, parce que du coup, en fait, si tu as pas de responsable, tu peux, licencier autant de personnes que tu veux parce que du coup, tu portes pas le poids de cette responsabilité-là de vie que tu es en train de complètement chambouler. Donc en fait, on peut continuer ça ad vitam aeternam. Toute personne enfin, tu sais, tu dis: «Beh, c'est pas de ma faute, c'est comme ça» et cetera et puis tu continues dans cette logique capitaliste.
Alors on peut créer des garde-fous vis-à-vis de ça. Par exemple, au Japon, j'avais noté ça, il y a une loi qui oblige les entreprises à prouver qu'elles ne pouvaient pas faire autrement que de licencier. Et on observe dans les entreprises qui sont en crise ou disent être en crise, que systématiquement, avant des licenciements de masse, les directions des entreprises ont divisé drastiquement leur salaire. C'était, chez il me semble, hein, que c'était chez Nintendo quand voilà, la Wii U avait pas bien marché. Ils avaient décidé de licencier parce que, bah, voilà, sinon ils allaient perdre de l'argent. Et avant ça, le dirigeant d'entreprise a divisé par 2 son salaire, ce qui était un salaire absolument mirobolant quand même, mais il a été obligé de diviser par 2. Et comment, quel processus l'a amené à diviser par 2 son salaire? C'est la loi. Et donc c'est la loi qui responsabilise les dirigeants en disant: «Si votre entreprise ne fonctionne pas bien, ben, c'est vous en tant que dirigeant qui devez, avant qu'il se passe quoi que ce soit, prouver que vous avez fait tous les efforts nécessaires à votre niveau pour mener à bien votre entreprise et si c'est pas le cas, alors on accepte que vous puissiez licencier». C'est la loi qui permet de responsabiliser les dirigeants, mais si la loi ne responsabilise pas ni les dirigeants ni les investisseurs, ils font ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est augmenter leur capital, peu importe ce qui se passe au sein des entreprises. On revient un peu à la même discussion que le podcast précédent, hein, que l'épisode précédent, qui est qu'au final, la meilleure manière de combattre les dérives capitalistes, C'est c'est la c'est en mettant des garde-fous au niveau de la loi. OK. Donc maintenant avec tout ce qu'on a dit, avec cette difficulté-là de poste de manager, si maintenant on imagine du coup qu'on se dit: «Bon, bah, avec tout ça, on n'a plus de manager». On fait un peu comme, Morningstar, on imagine un monde sans manager. D'après toi, ce serait quoi les implications pour les entreprises et pour la société dans son ensemble? Heu, alors, si on imagine, alors on peut imaginer plusieurs choses, hein. La première chose qu'on pourrait imaginer, ça serait une automatisation complète, de la notion de management. Je parlais, hein, de ces histoires de tickets, de ces histoires de, réunions dans lesquelles on pourrait, par exemple, avoir des scripts. Finalement, le manager, il est là juste pour produire des scripts pour que les employés discutent correctement entre eux et facilitent, les discussions. On aurait, cette notion de rapport automatisé, de travail où, par exemple, on aurait une intelligence artificielle qui va regarder dans tous les mails et qui va sélectionner dans les mails, où se trouve la partie productive de chaque employé et finalement, le manager n'a plus besoin de dire à son N+1: «Voici comment telle personne a été productive ou telle personne a été productive». Tout ça sera automatisé par, de la lecture de mails ou d'autres choses. On parle d'un monde fantastique, hein, on parle pas d'un monde réel. On aurait quand même cette notion de responsabilité. La notion de responsabilité, elle est évidente, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es obligé de dire, heu, telle personne est responsable de ce qui se passe au sein d'une entreprise. Et en fait, cette responsabilité, elle est diluée par les niveaux, c'est ce qu'on vient de dire juste avant, mais au final, celui qui est responsable de, c'est toujours le plus précaire, c'est toujours l'employé. Et au sein des employés, c'est toujours l'employé qui est le plus précaire. Si ça se passe mal dans une équipe, à l'hôpital, c'est toujours parce que, l'étudiante infirmière ou l'externe a fait n'importe quoi. C'est jamais parce que le grand ponte a fait n'importe quoi. Si c'est le grand ponte qui a fait n'importe quoi, on essaye de cacher les choses et puis on va le mettre, au sein de l'ordre des médecins qui va dire: «Oui, non, mais c'est excusable parce que» et cetera. Bah, c'est la même chose au niveau de l'entreprise. Si l'entreprise, il y a quelque chose qui se passe mal, ce sera jamais le PDG le responsable, ce sera jamais les investisseurs les responsables, ce sera toujours les employés qui n'ont pas été assez productifs, qui travaillent trop en silo, qui, n'arrivent pas à créer de la confiance. Il y a trop de turnover, il y a pas assez de turnover. C'est toujours une responsabilité qui est individuelle. Si on n'a pas de manager, alors cette responsabilité probablement sera encore plus individualisée et tu parlais du coup de Morningstar, c'est exactement ce qui se passe. Chez Morningstar, on a une responsabilité individuelle où, quand les choses se passent bien, très bien. Dès que les choses se passent mal, on sait plus vers qui se tourner pour dire: «Ah mais en fait, c'est à cause de telle personne ou à cause de tel processus dont telle et telle personne sont responsables qu'il y a eu le problème». Et vu qu'on n'arrive pas à savoir ça, on va créer de la rancœur parce que finalement, on n'arrive pas à résoudre les problèmes et en fait, c'est là ce que je disais au tout début, hein, la démocratie, trop de démocratie crée de la démagogie où finalement, si tu arrives à avoir une bonne position sociale au sein de l'entreprise, tu seras jamais inquiété. Et si tu n'arrives pas à accéder à ces positions sociales, pas position hiérarchique, mais position sociale, alors là, tu vas être tout le temps inquiété parce que chaque problème, ce sera ta responsabilité à toi.
C'est fou, hein, parce qu'on n'imagine pas ça dans ces entreprises justement sans manager et je cherchais parce que je sais que tu aimes l'univers des jeux vidéo et puis je suis tombée sur cette entreprise justement qui a pas, de manager qui s'appelle Valve Software et justement, bah, chez eux, c'est comme Morningstar, Company qu'on parlait au tout début, hein, il y a pas de manager, les gens décident sur quoi travailler, quelles priorités. L'entreprise d'ailleurs, elle fonctionne aussi très bien. Mais par contre, quand on regarde les avis des employés, quand on regarde les articles qui sont écrits, on peut lire aussi, beaucoup de commentaires comme quoi, bah, c'est difficile de faire sa place dans cette structure-là. C'est pas toujours facile de se mettre d'accord non plus avec ses collègues. Personne n'assure le suivi non plus de quoi que ce soit. Il y a pas de véritable voie de réussite, de promotion. Il y a pas le moyen de mesurer non plus les performances, de verser les primes, les augmentations. Bref, c'est un peu le gros flou aussi, et c'est parfois aussi difficile de naviguer. Après, c'est comme c'est un peu tout entre eux. Il y a du positif comme du négatif, mais ça a l'air de qu'on crée quand même sans manager, des personnalités, des personnes qui vont, sortir du lot et puis, qui vont créer enfin, qui vont quand même, avoir ce pouvoir-là de décision et puis les autres, si tu as pas assez enfin, si tu pas assez de personnalité, si tu pas assez de je sais pas moi, de choses pour prendre le lead et ben, tu te fais aussi écraser, tout comme d'autres entreprises. En fait, Gabe Newell, qui est du coup le directeur de Valve, c'était un Mmh. développeur. Il a développé un logiciel qui a révolutionné le monde du jeu vidéo, ce qui l'a rendu immensément riche, sans apporter énormément d'efforts pour le pour le dire comme ça. C'est-à-dire, il a eu une excellente idée, il est devenu extrêmement riche et point barre, quoi. Ça lui a permis d'augmenter la taille de son entreprise jusqu'à 300 personnes et tu disais Morningstar, c'est à peu près la même idée. Tu Ouais. disais c'est une grosse entreprise, c'est pas du tout une grosse entreprise. Quand on parle du troisième esprit du capitalisme, on parle d'entreprises de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes tout autour du monde. Une entreprise de 300 personnes, ça tient dans un même bâtiment et ça déjà, ça change tout. Parce que, tu peux globalement, à peu près, ouais, c'est vraiment une logique, tu peux, être, collègue proche d'une dizaine, une vingtaine de personnes, collègue relativement éloigné d'une centaine de personnes, mais quand il y a 300 personnes, tu sais à quelle porte toquer. Quand tu as 10 000 personnes, tu sais pas à quelle porte toquer et du coup, bah, tu fais des tickets. Et ça, fondamentalement, c'est une vraie différence, hein, entre les petites entreprises et les grosses entreprises. C'est cette capacité d'être au même endroit et de savoir à quelle porte toquer par rapport à ne pas être au même endroit et ne pas savoir quel ticket faire à qui et finalement le ticket, on te répond une semaine après parce qu'ils sont débordés, parce qu'il y a du lead management derrière et cetera. Pour moi, c'est vraiment déjà une très grosse différence entre le deuxième et le troisième esprit du capitalisme. Et ensuite, ce Gabe Newell, donc, quand il a créé son entreprise, il avait un peu cette idée de, bah, lui, c'est pas un manager, hein, comme je viens de le dire, c'est pas un PDG, il a aucune connaissance là-dedans, c'est un développeur. Il avait cette idée de dire, bah, moi, je vais créer une grande famille et je serai le papa de cette grande famille. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion où il n'y a pas de management, et cetera. C'est une famille. Et il y a vraiment cette manière de penser-là. Et quand tu entendais ces discours, surtout avant les années 2010, il était vraiment dans cette logique-là. Sauf qu'en fait, une grande famille, bah, ça s'appelle une mafia. Une mafia, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des gens qui vont avoir un peu des objectifs partout, qui disent tout le monde, toi t'es mon frère, toi t'es mon cousin, etc. Mais en fait, tu veux juste leur tirer dans le dos dès que tu peux pour pouvoir progresser dans la hiérarchie sociale. Et c'est ce qui s'est passé chez Valve. Chez Valve, il y a eu systématiquement, quand il y a eu des problèmes chez Valve dans les années 2010, parce que bah, créer des jeux vidéo, ça nécessite des structures. Tu t'inventes pas la création de jeux vidéo. Donc il y a eu beaucoup de gâchis à ce niveau-là. Et ben, qui a fait le gâchis? Et ben, si je suis trois, s'il y a trois personnes qui disent c'est une quatrième qui est responsable du gâchis, ben c'est cette quatrième personne qui est responsable du gâchis. Peu importe si c'était vraiment elle ou pas. C'est juste une question de démagogie où bah, je fais des alliances politiques avec d'autres personnes pour dire bah, le responsable c'est toi, le responsable c'est toi. Et comme il y a cette responsabilité euh, n'est pas hiérarchisée au sein de l'entreprise, alors elle est liée à une forme de démagogie. Et je l'imagine que si c'est Morningstar, ça doit fonctionner de la même manière. En tout cas, chez Valve, ça s'est fonctionné comme ça. Et alors, on a très peu d'infos hein, sur comment ça se passe chez Valve exactement, mais il semblerait, d'après ce que disent des personnes qui ont quitté Valve, que après toutes ces difficultés qu'il y a eu au début des années 2010, où même il y a eu des problèmes de harcèlement sexuel, etc., au sein de Valve, Gabe Newell a instauré des hiérarchies, a créé des postes de manager, même si c'est des managers plus souples, même si il y a toujours certaines philosophies issues du flat management, notamment, ils étaient très fiers de dire que tu pouvais déplacer ton bureau où tu voulais dans l'entreprise, etc., qui restent. Mais il y a quand même ces postes qui sont arrivés parce que fondamentalement,
dès que tu vas avoir des notions de pouvoir au sein de relations humaines, que tu as forcément une relation de pouvoir au sein des entreprises, tu es obligé d'associer ce pouvoir à une responsabilité, d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est préférable d'associer cette notion de responsabilité à un poste précis de manager ou d'autre, plutôt qu'à rien du tout et que finalement tout ça ce soit des on-dit, des attentes et finalement de la démagogie qui soit associée. Est-ce qu'il faut trop? Est-ce qu'il faut pas assez? Est-ce que voilà, mais en tout cas, on est obligé d'avoir ces notions-là. Alors, est-ce que ça conclut le podcast comme quoi on a au final besoin de managers dans, dans le monde dans lequel on vit, on en a besoin et justement pour au moins déjà pas avoir, tu sais, ce flou, ne pas savoir où est-ce qu'on va pour pouvoir, avoir comme cette part de contrôle aussi et puis savoir vers qui se diriger, comment, de quelle façon et puis c'est ça. Est-ce que ça serait ça? On est obligé d'avoir quelqu'un qui soit responsable de quelque chose et on est obligé d'avoir quelqu'un qui assure, une certaine sécurité pour faire notre travail en pleine sérénité. Mmh. Dans les grosses entreprises actuelles, on n'a pas, on a de moins en moins cette sensation de sécurité, on a de moins en moins de capacité à être serein dans notre travail à cause de l'affaiblissement des structures, de travail par le capitalisme. Le manager, aujourd'hui, c'est une sorte de garde-fou de ça, qui va essayer au maximum de créer ouais, cette petite enclos de sérénité et de sécurité au sein des entreprises, en y arrivant plus ou moins bien. Moi, ce que je souhaite aux managers, ce que je souhaite d'ailleurs aux entreprises, c'est de sortir de cette logique capitaliste pour les investisseurs en renforçant une logique anticapitaliste pour les employés qui permettent aux managers de faire correctement leur travail, de protéger les employés, des dérives capitalistes. Mais je suis pas très, optimiste par rapport à ça vis-à-vis du futur. J'ai l'impression qu'on va vraiment plus dans une notion de lean management, de plus en plus lean, qui finalement, pose la question de, bah, si on peut faire la même chose avec un manager plutôt que 2, on se préférera toujours le faire avec un manager parce que ça coûte moins cher, même si c'est au détriment de la santé, des personnes. J'aimerais bien, conclure ce podcast de manière positive, mais c'est vrai que c'est très difficile d'imaginer des attentes positives de la part de de ces très grandes entreprises. Je pense que la conclusion qu'on peut avoir, positive à ce niveau-là, ce serait de dire, ben, en fait, ces logiques managériales positives ne peuvent exister que chez les entreprises qui ne sont pas capitalistes, c'est-à-dire des petites entreprises dans lesquelles, ben, on prend le temps de travailler ensemble et tant pis finalement si ce temps pris n'est pas productif, tant pis si ce temps pris, n'améliore pas de manière directe et court-termiste le profit, parce que ce qui est plus important, bah, c'est les relations humaines et pas forcément la recherche à tout prix de profit. Et ben, moi, je trouve que c'est une belle phrase pour terminer ce podcast aujourd'hui. Merci beaucoup, Adrien. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast d'opinion impopulaire, très impopulaire, parce que cette fois, on va parler de supprimer les vacances. Oui. Ah oui, moi j'ai hâte de savoir ce que ça donne ça. Est-ce qu'on doit supprimer les vacances? Adrien a envie de nous dire oui. Moi j'ai hâte de savoir ce qu'il va nous dire là-dessus. Merci beaucoup en tout cas pour aujourd'hui. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi.